On ne devrait pas attendre de vivre des moments difficiles de notre vie ou d'avoir des maladies pour se rendre compte que la vie est courte et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et c'est pour ça que je vous dis que je vis mes journées comme si c'était la dernière. J'ai tout le temps le sourire, justement. Je croque la vie à pleines dents. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez et que vous êtes passé à table. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jessica Hugues, bonjour et bienvenue. Bonjour, enchantée, merci de me recevoir. Avec beaucoup de plaisir, vous êtes championne de karaté, plusieurs titres de championne de France kata et combat, vous nous expliquerez ce que c'est, plusieurs titres en équipe, vous avez été championne du monde chez les juniors et championne d'Europe chez les seniors. Vous êtes toute génération confondue et vous faites partie des 3 meilleures techniciennes du karaté français. Vous êtes culturiste également et dans cette discipline, vous avez obtenu le titre de vice-championne de France. Oui, c'est exact. Voilà. Et votre maman était Miss Toulon. Oui, c'est il y a fort longtemps, mais oui. Mais là, vous n'avez pas pu vous aligner sur Miss Toulon. Non, je m'y attendais pas parce que vous me la sortiez celle-là. Vous publiez Combattante pour la vie chez Mareuil Éditions. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai 30 ans et que j'ai l'impression d'en avoir le double. J'ai eu énormément de combats dans ma vie et j'en ai encore. J'ai vécu des épreuves très compliquées durant mon parcours en tant qu'athlète de haut niveau et j'ai actuellement une maladie invisible. Je suis malvoyante et c'est une maladie rare qui s'appelle la maladie de Stargardt, une maladie génétique orpheline qui me fait perdre ma vue et normalement je deviens aveugle dans peu de temps. Voilà, donc c'est un combat, donc voilà, d'où le titre de mon livre. Combat pour la vie, parce que je n'ai que des combats dans ma vie. Alors, la maladie dont vous parlez fait partie, là, on appelle ça un handicap invisible. Oui. C'est-à-dire que pour ceux qui verront l'émission qui est filmée, ça ne se voit pas. Tout à fait. Et pour vous, c'est aussi quand même très important que ça ne se voit pas. Oui, ça a été un combat de ma vie, de justement ne pas montrer cet handicap, d'être considérée comme tout le monde. Alors ça vient surtout du fait qu'à l'école, je ne voulais pas qu'on me voie différente. J'avais honte, en fait, en réalité. Parce que vous dites « je suis », mais en fait, vous l'êtes depuis longtemps. Hein. Oui. Ça a été diagnostiqué, vous avez quoi, 6 ans ? Oui, en fait, non. Ouais. Ça a été vraiment le nom qu'on a pu mettre sur ce que j'avais. Donc, la maladie de Stargardt a été posée vers mes 12 ans. Mais j'avais des troubles de la vision très prononcés dès l'âge de 5 ans. Et d'ailleurs, là, je ne vous vois pas. Hein. Je vous parle, mais je ne vous vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment ce que ça. Quand on dit je ne vois pas, les gens ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Donc vous, chez vous, c'est la vision, ce qu'on appelle centrale, hein, qui est touchée. Alors souvent, quand on évalue le degré de vision de quelqu'un, on lui dit alors combien tu as de dioptries ? C'est ça. Vous avez combien ? Là, pour vous dire, j'ai des lentilles. Je porte des lentilles pour m'aider à, on va dire, éclaircir mon brouillard. Et j'ai 1/10 sur chaque œil avec mes lentilles. Donc je vous laisse imaginer quand je les enlève. Voilà. Il faut expliquer que cette maladie de Stargardt dont vous souffrez provoque une dégénérescence précoce de la rétine et de ce qu'on appelle la macula. Ça a quelque chose à voir avec la DLMA ou quelque chose comme ça ? Alors en fait, quand je dois expliquer justement la façon dont je vois, je me sers un petit peu de la DLMA qui, elles, sont des taches noires. Moi, j'ai des taches blanches. Comme des petites fourmis que vous avez devant la vision. Alors, c'est pas similaire à 100%, mais c'est ressemblant. J'ai des taches blanches au milieu des yeux, qui vraiment m'empêchent de voir. Et ça joue aussi beaucoup avec la fatigue. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais peut-être percevoir des choses que j'aurais pas perçues la veille en fonction de ma fatigue. Et la lumière me fait extrêmement mal. J'ai des migraines à répétition, mais ça fait partie de mon quotidien maintenant, donc du coup, je m'adapte et je fais avec. Du plus loin que vous vous en souvenez, ça a commencé quand ? J'ai en fait 0 souvenir sur si je voyais bien. En fait, j'ai aucun souvenir de savoir si j'ai un jour bien vu le paysage autour de moi. Je m'en souviens pas. J'ai cherché dans mes souvenirs lointains et j'aimerais pouvoir me rappeler d'une image de mon quotidien net et en fait j'en ai aucun souvenir. Je sais pas si en fait réellement j'ai déjà vu correctement. Je sais pas.
Et alors, qu'est-ce qui va amener vos parents à vous faire consulter, à vous amener chez un ophtalmo? Eh bien, parce que vous savez, quand on arrive en première année de maternelle, voilà, les enfants découvrent les dessins, les tableaux, et en fait, il s'avère que j'avais déjà des difficultés. En tout cas, ça s'est vu. Ils ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme auprès de mes parents, mais en leur disant peut-être qu'elle a déjà une myopie qui commence. Voilà, attention, faites surveiller votre enfant. Ça a commencé comme ça. Et plus les années sont passées, je suis rentrée du coup en CP. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est vraiment rendu compte que je ne voyais même pas le tableau, la craie sur le tableau. Je ne voyais pas. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu forcément aller consulter. On a fait énormément d'ophtalmos. Je crois que j'ai dû faire tous les ophtalmos de France qui n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais parce que, par exemple, pour vous donner une idée, ma maladie, elle est vraiment... C'est évolutif. Elle change en fonction de ma fatigue. Et par exemple, je peux faire un test ophtalmique à 15h et à 16h, ça sera différent. Et en plus de ça, j'ai ma maladie, mais il faut savoir que derrière, je suis myope, astigmate, j'ai la totale, hein, j'ai tout. Donc pour poser quelque chose, pour poser un diagnostic à mes parents, ça a mis des années. Donc mes parents ont été dans l'incertitude très longtemps. Et en plus de ça, quand on leur a annoncé vraiment, quand on a su la maladie, ça n'a pas du tout été un soulagement non plus, puisqu'on leur a dit votre fille va devenir aveugle. Donc, ça n'a Alors pas c'est un été Canadien qui le premier pose le diagnostic, parce qu'il connaissait la maladie déjà. Alors oui, il est d'origine canadienne, c'est à notifier quand même, ils sont un peu en avance parfois, très souvent d'ailleurs dans la médecine. Il c'est pas un pur Canadien, il était sur Toulon, hein, c'est Dr Gourcuff, je ne l'ai même pas cité dans le livre, mais grâce à lui, on a pu mettre un nom sur la maladie. Et grâce à lui, on a pu aussi rencontrer le professeur à l'hôpital Necker, qui, elle, est spécialisée dans cette maladie, faire des tests génétiques, voilà. C'est malheureusement une maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est tellement rare. Il n'y a pas de finance dessus, il n'y a pas d'évolution. Ça fait des années que j'entends parler de, soi-disant, une recherche, mais en fait, il n'y a plus rien qui se fait parce qu'il n'y a pas de finance. Il n'y a rien qui se fait et ils font rien pour. Donc, voilà. Oui, donc au moins, il ne se passera rien si on fait rien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Pour informer, peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que vous racontez. Bien en sûr. Plus. En plus, en fait, au final, on dit qu'on est peu nombreux, mais on est très nombreux. On est très nombreux et je le vois depuis que j'ai écrit le livre. J'ai certains messages et en fait, on se sent un peu isolé parce que personne n'en parle. Et en réalité, on est très nombreux à être atteints de cette maladie. Et d'autres maladies aussi visuelles, bien évidemment, que si je peux mener mon combat pour faire mettre en lumière cette maladie de Stargardt, c'est mon but, je vais le faire. Mais si en plus je peux l'ouvrir aux maladies visuelles qui sont peu connues, et vous savez, la vue, c'est un sens dont on a besoin, et c'est dur quand on vous dit, je demande à quiconque de fermer les yeux 2 secondes et de se dire qu'on a un médecin qui nous dit voilà, on sait pas, mais vous allez devenir aveugle. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants ou votre famille, on vous dit voilà, dans quelques mois, quelques années, on peut pas vous dire quand, vous serez dans le noir. Mais par contre, il y a rien à faire. On peut rien vous proposer. Vous dites, moi je vis avec une épée de Damoclès. Hein. Oui, complètement. Tous les jours sur ma tête. Ouais, donc c'est pour ça que je suis quand même debout tout le temps. J'ai tout le temps le sourire, justement. Je croque la vie à pleines dents, et c'est aussi le message que je fais passer dans ce livre, parce que et c'est triste d'en arriver là. C'est le message un petit peu aussi que je veux faire passer, c'est qu'on ne devrait pas attendre de vivre des moments difficiles de notre vie ou d'avoir des maladies pour se rendre compte que la vie est courte. Et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et c'est pour ça que je vous dis que je vis mes journées comme si c'était la dernière. J'essaye de toujours être souriante. Je suis pas un robot, hein. Moi aussi j'ai des moments de tristesse, de doute, mais ouais, j'ai toujours le sourire. En tout cas, j'essaye. Vous dites qu'il n'y a pas de traitement, mais ce qui veut dire, alors je vais peut-être vous poser des questions qui sont bêtes, hein, on vous fait jamais de piqûre dans les yeux, jamais, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Rien, il n'y a rien qui se fait. Pas de rééducation, pas de correction, pas de... Si, j'ai mes lentilles. On vous a pas proposé, parce que ça se fait, hein, des greffes de la rétine par exemple. On me propose rien du tout. Et pour l'instant, on peut pas... Il n'y a rien qui se fait pour ma maladie. Rien du tout. Pour la maladie de Stargardt, il n'y a rien. Ouais. Vous allez sur internet, tout ça, vous regardez ce qui se faisait à l'étranger, enfin je sais pas les... Oui, en plus je suis quand même dans les listes prioritaires à l'hôpital Necker, qui me suit depuis que je suis toute jeune, et ça n'avance vraiment pas beaucoup.
voire pas. Je dis rétine, mais je pensais à cornée tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. Pardon, mais la cornée. Ce sont des greffes de cornée. C'est pas grave. De la rétine et de la macula, mais bon, c'est une greffe de cornée, mais c'est pareil. Voilà, ma cornée est creusée, c'est pas une bêtise, c'est vraiment... ma cornée, elle est pour mon âge, elle est presque... elle est usée, elle est creusée. Quand on fait mes examens, on voit vraiment... c'est un peu flippant quand on le voit, mais elle est creusée, elle est vide en fait, elle est totalement creuse. Parce que vous faites beaucoup d'examens quand même s'il n'y a rien à faire pour votre maladie, vous faites beaucoup d'examens pour surveiller le... Plus maintenant, je fais un examen tous les ans pour voir si ça stagne un peu, si ça évolue. Bon là, on m'a annoncé que j'ai perdu totalement ma vision centrale, donc voilà. Maintenant, il me reste un peu mes périphériques. Vous expliquez que vos parents ont souffert d'une grande culpabilité à l'annonce du diagnostic. Beaucoup. Encore aujourd'hui, mes parents sont assez fragiles sur le sujet. Ils se sentent coupables alors que bon, ils pouvaient pas savoir en faisant un enfant qu'ils étaient porteurs de gènes. Je suis la première à leur dire. Après, je pourrais pas leur enlever cette culpabilité qu'ils n'ont pas à avoir, mais oui, ils se sentent responsables de ça parce que c'est génétique, c'est bête, mais voilà. Mais moi qui suis maman aujourd'hui... Vous y avez pensé pendant votre grossesse Bien sûr, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, dès 3 mois, je suis partie faire des tests génétiques avec mon chéri pour voir si on était tous les deux porteurs. Alors, il y a un cas sur 80 pour ma fille qu'elle l'est. J'ai espoir qu'elle ne tombe pas sur ce 1. Voilà, sur cette... malchance, voilà. Et pour expliquer les répercussions que ça peut avoir, et justement par rapport à votre petite fille, qui vous pose des questions, les enfants sont questions, vous dites je peux pas lui raconter d'histoire, par exemple, ne serait-ce que lui lire un livre, c'est pas possible. C'est ça, le soir pour une maman, c'est un peu, enfin une maman comme moi, c'est un peu compliqué. J'aimerais pouvoir, en fait, je peux pas faire des choses comme tout le monde font, c'est-à-dire se mettre à côté de sa fille, lui lire des histoires. Il y a plein de choses que je peux pas faire avec elle. Quand elle est au parc, je vois pas si elle est heureuse, si elle sourit. C'est toujours très compliqué. C'est stressant aussi pour moi parce que quand je suis toute seule, ce qui est rarement le cas, je suis toujours obligée de céciter, d'avoir soit mon chéri avec moi, soit quelqu'un de ma famille ou des amis. C'est heureusement que je suis sportive et que je me débrouille super bien, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors j'ai cherché les trucs. Oui. Je vous l'ai dit. J'ai regardé effectivement, ouais. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas au courant il peut pas savoir. Ne peut pas soupçonner. On était avec Faudil, de toute façon, quand vous êtes arrivé, personne ne peut soupçonner que vous êtes atteint de... Oui, mais en fait, je pourrais marcher les yeux fermés. Vraiment, je peux pas vous expliquer, je pourrais marcher les yeux fermés. Et pourtant, vous dites que vous ne pouvez pas vous déplacer dans les transports en commun, notamment dans le métro et le RER. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je connais pas mon environnement. Je sais pas où je vais, je peux pas lire les panneaux... Sauf quand, alors ça c'est ce que je faisais quand j'étais sportive de haut niveau sur Paris, mon chéri, par exemple, je vous donne une situation, j'ai un rendez-vous tel jour où malheureusement personne ne peut m'emmener et il faut que je prenne les transports en commun toute seule. Qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de prendre une journée où il le fait une fois avec moi et en fait j'enregistre mécaniquement. En fait, c'est informatique, le nombre de pas, le nombre d'arrêts. Je peux pas l'expliquer comme ça, mais en fait, tout est préenregistré dans ma tête. Voilà, et Jessica Hugues est notre invitée aujourd'hui, athlète de haut niveau. Vous publiez Combattante pour la vie chez Mareuil Éditions. Donc, c'est votre histoire, votre combat contre une maladie génétique. Alors, redonnez le nom parce que... La maladie de Stargardt. Voilà. Stargardt, googlez pour voir en quoi ça consiste. À quel moment le karaté arrive dans votre vie ? Eh bien, à 3 ans et demi. C'est pas courant quand même. Ah non, c'est vrai que c'est rare les petites filles qui font du karaté, qui commencent le karaté à 3 ans et demi. Ça s'est fait simplement en fait. Mon papa a eu une petite fille, il a voulu qu'elle sache se défendre, il a inscrit au karaté et ma maman m'a inscrite à la danse. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que vous avez les deux, il y avait les deux. Je faisais de la danse et du karaté. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants comme vous de 3 ans au karaté ? Alors non, normalement on ne prend pas les enfants à partir de 3 ans et demi. Il s'avère que ce jour-là, le professeur, qui a été mon professeur et qui l'est toujours encore aujourd'hui et qui est un deuxième papa, Guy Berger, avait décidé de me
laissé ma chance. Il a dû peut-être le sentir, hein, on ne sait pas. Il a dit à ma mère, bon, on va faire quand même un essai. Et puis j'ai fait mon petit essai et au final, je me suis tellement bien débrouillée qu'on m'a mis même avec les plus grands. Voilà, les plus grands, j'étais direct avec les 4-5 ans, alors que j'en avais que 3 ans et demi. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a inculqué comme valeur, Guy Berger ? Ah là là, Guy Berger. Alors déjà, le karaté, c'est une école de vie incroyable, mais avec un professeur comme Guy Berger, c'est un grand monsieur qui a aussi un très beau parcours à noter. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Il inculque le karaté, lui, parce que c'est vrai qu'il faut tomber sur le bon professeur aussi de karaté. Ça inculque beaucoup de valeurs, le karaté. Ne jamais abandonner, le respect, la loyauté. Vraiment, c'est la combativité, d'où le nom de mon livre aussi, parce que ça fait partie... je pense que si je n'avais pas eu le karaté dans ma vie, j'aurais pas été peut-être la femme que je suis aujourd'hui, toutes les valeurs et cette force que ça a pu me donner. D'autant que vous étiez un petit gabarit, vous, hein ? Oui. Je suis toujours un petit gabarit, je fais 1m57. Pour la compète. Oui, toujours. J'ai toujours été la plus petite de ma catégorie. Très souvent, en tout cas. Elle me mettait au moins une tête ou deux quand j'étais en combat. Oui. Vous avez fait toute votre carrière sans voir sans voir vos adversaires, en tout cas. C'est ça, j'ai jamais vu voir la face de l'adversaire de près, le regarder dans les yeux, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Je n'ai jamais pu savoir contre qui je tombais, ni voir le visage de mon adversaire. D'ailleurs, c'était un petit peu compliqué pour moi, ça aussi, de le cacher, mais pourtant j'ai réussi. Et vous l'avez caché quasiment toute votre carrière sportive. Oui, alors je l'ai caché après l'équipe de France. Quand je suis rentrée en équipe de France, l'ont su et j'étais obligée de leur dire. Je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, pour moi, c'était compliqué aussi parce que je pouvais paraître prétentieuse. Pourquoi ? Parce que je disais pas bonjour dans les couloirs ou je reconnaissais pas. Mais c'est pas que je reconnaissais pas, c'est que je ne voyais personne. Voilà. C'était juste ça, l'aspect un peu compliqué que les gens ne sachent pas ma maladie. C'est qu'en réalité, vu que je ne les voyais pas, je pouvais pas dire bonjour. Voilà. Et comment vous en parliez avec Guy Berger ? Parce qu'il était quand même au courant de votre handicap. Alors, il a été au courant. Et d'ailleurs, très récemment, j'en ai reparlé rapidement quand il a su que je sortais le livre. Il me dit, c'est vrai qu'il l'a su. Il m'en a jamais reparlé. Et il m'a dit, mais tu me bluffes. Tu m'as toujours bluffé. Tu me bluffes parce qu'à aucun moment, il se rendait compte que j'étais malvoyante. C'est-à-dire que dans vos stratégies de combat, il s'en servait pas du tout, jamais. Jamais. Et dans les stratégies de motivation. Jamais. C'est même moi, je sais pas comment vous expliquer. Même peut-être lui, il aurait pas les mots parce que quand je lui posais la question la dernière fois en rigolant, je lui ai dit mais du coup, tu voyais que je voyais pas que c'était compliqué pour. Il me dit non, c'était inné chez toi, c'était une furie. Mais c'était tabou entre vous ou... Pas du tout, c'est juste que moi pourquoi on m'en parlerait alors que je me débrouille ? C'est ça le truc, c'est que je me débrouillais tellement bien qu'on n'en parlait pas. Vraiment. C'était pas un sujet, voilà, c'est ça. Non, c'était pas un sujet. Et je ne voulais pas. Moi, les tatamis, c'était ma bouffée d'oxygène. C'est ce que j'explique un petit peu de partout dans mes interviews et dans le livre. Le tatami, c'était le seul endroit où je ne me sentais pas différente et handicapée. Alors qu'à l'école, oui. Donc je voulais surtout pas qu'on me parle de ma maladie quand j'étais sur les tatamis. Voilà. Avec du recul, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la karatéka que vous avez été, si c'en a eu un, sur la façon que vous avez eu de vous battre et de vous construire un mental de championne ? Oui, ça a créé quelque chose en moi, ça a créé ma force. Parce que si par exemple on me posait la question, ça m'émeut un petit peu, hein. Comme toujours, quand on arrive sur ce sujet-là, sans cette maladie, je pense que j'aurais été différente à tout point de vue. Alors c'est marrant, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais je n'aurais pas vu la vie comme je la vois. Et c'est pour ça que je dis, juste en dessous de mon titre, il y a écrit « Je ne vois pas la vie comme tout le monde », au sens propre comme au figuré, puisque je vois rien, mais aussi spirituellement et... Voilà, je vois la vie différemment grâce à cette maladie. Et demain, on me pose la question, on me dit est-ce que tu voudrais refaire ta vie sans cette maladie ? Je suis très sincère, peut-être pas. Vraiment. Enfin, il y a peut-être pas.
Il y a peut-être. Oui. À quel moment vous êtes, parce que vous l'expliquez, il y a un moment donné où vous êtes devenue une gagnante. Oui. Il y a eu un déclic. Vous arrivez à expliquer comment vous êtes devenue une gagnante en disant finalement, je suis une championne, je vais... Alors, comme je l'explique dans le livre, j'ai de suite, en fait, dès toute jeune, j'ai commencé par des interclubs et en fait, j'ai toujours gagné, mais sans me rendre compte que, je sais pas comment l'expliquer. Sauf votre premier match. Oui, ma première compétition. Qui a été quand même un camouflet. Exactement. Mais sinon, j'avais des facilités malgré tout, sans que moi je m'en rende compte, parce qu'en fait, ma finalité, c'était pas réellement de gagner. Vraiment, dans tout le début de ma découverte du karaté, des compétitions, c'était un réel plaisir. Voilà, je sentais que j'étais une compétitrice, hein. Bien évidemment que je voulais monter sur les marches du podium, mais ça se faisait naturellement. Et je sais pas comment répondre à votre question. Il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il n'y a pas un moment où déni, voilà, moi il n'y a pas eu un déclic, mais vraiment je me sentais tellement forte, libre, plus handicapée. C'est vrai que ça mettait de la lumière forcément sur moi. Regardez, j'y arrive. Alors, mais en plus, je disais même, à cette époque-là, je disais pas regardez, j'y arrive alors que je suis malheureuse, parce que je n'en parlais pas. C'était plus personnel au final. C'était pas pour être reconnue ou quoi que ce soit. C'était personnel. Est-ce que c'était du déni ? Peut-être, sûrement. Peut-être ou sûrement. On est en pleine discussion philosophique. Non, là. mais d'une certaine façon. Je pense, oui. Du déni. Peut-être pas du déni. Peut-être. Je sais pas si c'était dans le déni. Je saurais pas dire. Je pense pas. Je savais que j'avais cette maladie. Comment je pourrais l'exprimer ? Vous vouliez pas que ça se sache. Oui, c'était simplement. Je voulais pas qu'on me considère. Et que ça se voit. Oui, puis même je voulais pas qu'on soit plus gentil avec moi ou faire pitié. En fait, je voulais juste être considérée comme tout le monde. Et alors, pourtant, je n'avais pas les mêmes armes, mais c'était pour moi, c'était personnel. Voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement. Vous avez grandi avec un certain Lucas Janot. Oui. Qui a été criminologue aujourd'hui. C'est ça. Il est dans les études et encore il est encore sur les tatamis. Ouais. Effectivement, il a été présent longuement dans toute mon adolescence, dans ma construction malgré tout. Il a été aussi un repère, parce que peut-être que lui ne le sait pas, mais il était mon repère malgré tout. Il était au collège avec moi, enfin, on a grandi ensemble. Il a un an de plus que moi, donc il est dans une classe au-dessus de moi. Toujours, on se suivait, collège, lycée. Et dès qu'on sortait du collège et du lycée, en fait, il a lui aussi été très fort. On a été les deux pépites, comme dirait Guy Berger, du Samouraï. Donc, le Samouraï, c'est... Voilà, le Samouraï Toulon, c'est un grand club. Ouais. C'est un grand club. Et forcément avec un grand professeur qui méritait, qui était très pédagogue, voilà. Et donc vous avez fait votre carrière ensemble en fait. Voilà, Lucas était, s'il ne le sait pas, hein, il le saura en entendant ça ou en lisant le livre, a été un repère malgré tout pour moi, parce que je montrais pas que je ne voyais rien, mais je me servais aussi beaucoup de lui dans les déplacements en équipe de France. C'était mon repère. Très tôt, vous vous êtes déplacée toute seule. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je dis il s'en est peut-être pas rendu compte lui, sûrement d'ailleurs. Mais c'était mon repère. Oui, clairement. Dans les entraînements, comme dans les déplacements pour aller en équipe de France. C'était mon repère. Quel regard les Français portent-ils sur le karaté ? Et là, c'est votre coup de gueule, en fait. Ouais, un petit peu. Alors, après, je sais qu'on est nombreux sports à manquer de médiatisation. Mais là, je vais en l'occurrence parler du karaté, bien évidemment. Le karaté, que dire sur le karaté ? C'est vrai qu'on est très peu reconnu. Le karaté est peu médiatisé. Ça, il faut le souligner malgré tout. Et pourtant, on est des sportifs de haut niveau comme dans tous les autres sports. On fait des sacrifices, que ce soit dans les études, que ce soit dans les heures d'entraînement. Arrivé à un certain âge, il faut vivre quand même pour payer son loyer. C'est une question que vous posez dans votre livre. Est-ce qu'on peut vivre du karaté aujourd'hui ? Exactement. Est-ce qu'on peut vivre du karaté aujourd'hui ? La réponse est non. Mais comme d'autres sports.
je le souligne aussi. C'est quand même quelque chose à... On arrive sur l'année des Jeux Olympiques, donc ça reste un sujet d'actualité. Je vais pas m'aventurer là-dedans voilà, non, mais trop loin. Mais c'est des vraies questions. Bon, mais vraiment, il y a beaucoup de sportifs en France, et je précise en France, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il faut aller s'entraîner pour porter les couleurs de la France. Mais il faut aussi payer son loyer. Mais regardez le judo. Oui. Alors, finalement, le judo, ça n'a rien à voir. Enfin, oui, mais attention, il y a des stars. Il y a les stars. Et il y a ceux qui ne sont pas mis en lumière non plus. Et pourtant, ils ont autant d'heures d'entraînement que Teddy Riner. Alors attention, j'adore Teddy Riner. Mais voilà, c'est vrai que il y a, je pense, dans tous les sports, il y a ce problème. Même les plus médiatisés. Comme le judo, par exemple. Bon, on va pas parler du foot. Hein. Non, mais il y a des champions. Ça. En fait, les Français, voilà, ont des médailles. C'est juste. C'est ça. Mais c'est quand même triste. C'est un sujet quand même un peu compliqué. Alors, on parle du handicap invisible avec mon invité ce matin. Ils sont à des millions en France à souffrir de handicap invisible. Vous les côtoyez au quotidien et vous ne savez pas en fait qu'ils sont handicapés. Mon invité s'appelle Jessica Hugues. Je rappelle que vous êtes, une championne de karaté. Vous publiez Combattante pour la vie chez Mareuil Éditions. C'est votre livre de témoignages. Hein, où vous racontez votre témoignage. Et à un moment donné, vous êtes sélectionné pour aller en équipe de France. Alors, vous racontez qu'en fait, vous connaissez le nom de tous ceux qui étaient en équipe de France, mais que vous étiez incapable de les reconnaître. Ah oui, complètement. Je n'ai jamais pu avoir de modèle. C'est pour ça que quand on me dit est-ce que quelqu'un dans le karaté a été un modèle ou t'a inspiré, alors c'est pas qu'ils ne m'ont pas inspiré, c'est qu'en fait je ne pouvais pas être inspirée par quelque chose que je ne vois pas. Donc c'est vrai que j'ai très rarement pu voir des champions faire. Donc c'est vrai que voilà, c'était compliqué pour moi de voir. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais tu expliquais que vous aviez des stratégies pour reconnaître des gens que vous connaissiez, par exemple dans une foule ou dans un attroupement. Par exemple, mon chéri, que je connais par cœur, dans une foule de 100 000 personnes, je suis capable de le reconnaître. D'accord. La démarche. Par exemple, vous, là, je vous vois ce matin. Voilà, je sais que je vais dans le couloir, je reviens, tac, je reviens dans la pièce, je sais que c'est vous. D'accord. C'est quoi? C'est l'énergie? C'est le... Oui, après, il y a plein de choses. Je me réfère... On se rend pas compte, mais quand on a un sens en moins, on se réfère à plein de petits trucs. Peut-être le bruit de votre chaîne que j'ai entendu en arrivant. Moi, souvent, Romain a une sacoche, pour donner une idée. Il a une sacoche autour du cou et il a la fermeture éclair qui tape toujours. Vous allez peut-être jamais l'entendre. Moi, dans les rayons de Carrefour, je l'entends à 3... je sais qu'il est dans le 3e rayon de Carrefour parce que j'ai entendu son gling-gling de sa sacoche. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est les trucs. Alors, on va pas raconter toute votre histoire, mais bon, vous vous êtes reconstruite d'un accident également. À un moment donné, vous avez décidé de... Alors, je sais pas si on peut appeler ça une reconversion. Vous avez switché vers le culturisme. Oui. Et ça a été quand même, on va dire, mal apprécié, par ceux qui vous suivaient au karaté. C'est ça. C'est quoi? C'est du dédain? C'est du mépris? Moi, j'ai pas de tabou, je suis très franche. Alors déjà, il faut savoir la raison pour laquelle je suis partie dans le fitness, c'est parce que j'ai eu un grave accident où j'aurais pu mourir et devenir tétraplégique. Comme vous l'avez dit, on va pas revenir dessus, c'est écrit dans le livre. Après, vous vous êtes reconstruite, il y a toutes les étapes de la reconstruction. Bien sûr, une épreuve très difficile de ma vie, surtout quand on dit à une malvoyante qu'elle ne remarchera plus jamais. Donc je suis, je ne pouvais pas reprendre le karaté. J'étais interdit de reprendre le karaté suite à cet accident, donc je me suis lancée dans le fitness. Le fitness, avec toutes ces étiquettes, vous savez, le culturisme a aussi des étiquettes, que ce soit dans le dopage ou que ce soit dans l'image que ça génère, du culte du corps, qui, c'est pour les narcissiques, voilà. Donc toutes les étiquettes que je déteste, mais en vrai c'était... Mais pourquoi? Parce qu'elles sont pas justes. Elles sont pas justes. Elles sont pas justes du tout. Du tout. Alors bien sûr, mais c'est comme tout. C'est pas parce qu'il y a une personne dans la pièce, c'est un con que tout le monde est con. Enfin bon, bref, excusez-moi, je suis un peu franche, mais vous avez la réputation d'être sans filtre. Hein. Exactement. Je pense que le prochain titre de mon livre sera sans filtre.
Mais non, je rigole, mais oui, j'ai un fort caractère. D'où aussi. Disons qu'on vous a reproché de poser en tenue, déshabillée, de montrer vos muscles, de montrer vos formes. Exactement. On a trouvé ça indécent. Exactement. Voilà, il y a des personnes à qui ça a pu être un petit peu gênant, ou ça a un petit peu bousculé. Une karatéka qui d'un coup se retrouve un peu plus dénudée sur les photos, sur les réseaux sociaux, qui montre sa musculature, alors que c'était pas du tout pour ça. Mais voilà. Après, honnêtement, ça me passe au-dessus. Moi, je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'était passionnant, ça m'a reconstruit encore beaucoup plus fort. Vous dites que vous vous êtes reconstruite grâce au culturisme. Grâce au culturisme, j'ai pu me reconstruire un corps encore plus fort que celui que j'avais avant. Mais en quoi cette pratique du culturisme, ça a changé le regard que vous pouviez porter sur votre corps ? Alors forcément ça donne confiance en soi, puisqu'on a une évolution du corps, hein, c'est quand même le culte du corps, ne l'oublions pas quand même, et puis on prend soin de soi malgré tout ce qu'on peut penser. Bien évidemment que comme tout, il faut pas être dans les extrêmes. Une préparation de compétition au culturisme, c'est l'extrême. Bien évidemment que j'ai poussé mon corps à l'extrême, je l'ai voulu, c'est moi qui l'ai voulu, j'en suis consciente. Tous ceux qui font ça à haut niveau, c'est dans l'extrême, mais comme dans tous les sports, c'est l'extrême. Par contre, ça m'a appris à prendre soin de moi. Je sais aujourd'hui m'entraîner, prendre soin de mon corps, ne plus avoir de douleur dans mon corps parce que je prends soin de lui, je mange bien. Je sais comment m'entraîner en musculation ou en gainage pour pas avoir mal au dos. D'ailleurs, le mal au dos est la douleur numéro 1 de tous les Français. Voilà. Voilà pourquoi le culturisme a été important dans ma vie. Et pour la suite aussi. Mais vous trouvez que finalement l'image qu'on porte sur le culturisme, elle est quand même elle est fausse, quoi. Elle est exagérée. Oui, mais après c'est comme tout, il y a des étiquettes un peu partout, hein, vous savez. Autre coup de gueule dans votre livre, vous touchez ce qu'on appelle une allocation pour adultes handicapés. Oui. Et là, vous dites que finalement c'est une allocation à double sens, et qui n'encourage pas les gens à travailler. Totalement. Et à s'émanciper. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous ? Alors, je le souhaite du plus profond de mon cœur, mais c'est peut-être un sujet d'actualité, puisque normalement, le 1er octobre est censé passer une loi qui va changer tout ça. Donc, je prie, parce que ça fait des années que ça ne bouge pas de ce côté-là. Mais sinon, ce que tout handicapé avait comme difficulté, c'est qu'effectivement, lorsqu'on touche une AH, donc l'allocation adulte handicapé, il faut savoir que la loi disait que un handicapé, si par exemple il se marie, donc là en l'occurrence si je me marie, je perdais totalement mon allocation handicapé, puisque apparemment mon mari devait prendre en charge devait me prendre en charge dans son foyer. Donc on est d'accord que c'est complètement c'est pas très 2023, on va dire, comme conception des choses. Et puis, je suis sincère avec vous, je suis déjà hyper dépendante de tout, je peux pas conduire, je suis un peu menottée, hein, malgré tout. Quand on a un handicap, je peux pas travailler comme tout le monde. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple et que vous gagnez trop d'argent, on vous sucre votre allocation, et vous dites que si demain vous avez besoin de la retrouver, cette allocation, ça va être la croix et la bannière pour refaire des dossiers, pour qu'on vous la réattribue. L'administration française est super compliquée. C'est très compliqué. Puis moi, demain, je peux devenir aveugle. Je fais quoi ? Je prends le risque, je choisis l'amour ou l'argent. C'est d'ailleurs une personne était venue sur un plateau discuter avec Macron pour justement lui dire de choisir entre l'amour ou l'argent. Et Macron lui avait répondu l'amour. Vous faites partie de celles qui pensent et qui ont expérimenté que le pouvoir du cerveau est bien plus fort que tout le reste. Ah oui, l'esprit, le mental a un pouvoir puissant et très très fort. J'y crois dur comme fer. J'ai eu une expérience de ma vie qui me l'a bien montré, hein, puisque on m'a dit que je ne remarcherai jamais. Alors autant vous dire que là le mental il a été plus que nécessaire. Pareil aujourd'hui, je sais que je dois devenir aveugle, mais je me force à croire que non. Et je veux que mon mental prenne le dessus et qu'il prenne le contrôle sur la machine du corps humain, comme il l'a fait lors de mon accident. J'y crois vraiment beaucoup. Rester positif, le positif, ça attire le positif. Ne pas écouter... alors oui, hein, on n'est pas des robots, attention, on est tous humains, moi aussi.
J'ai des moments difficiles où j'ai l'angoisse et la peur au ventre de me réveiller et de perdre ma vue et de plus voir ma fille. Mais dès qu'il y a ces pensées un peu, vous savez, noires, il faut les chasser. Et au contraire, il faut apporter du positif. Est-ce que vous dites que de votre livre que c'est un livre de développement personnel ? Bah non, justement, c'est d'où là ma frustration. Alors pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi. Alors pourquoi ? Parce que... mais je pense que c'était une étape ultime, c'était important, ça fait des années qu'on me dit de raconter, de faire une biographie. Et je viens de m'en rendre compte seulement là, seulement maintenant. Vous dites que vous expliquez que depuis l'âge de 16 ans, on vous demande de raconter votre histoire et vous avez toujours refusé, parce que vous avez toujours refusé qu'on pose sur vous ce nom de handicapé. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes prête à ça ? Complètement. Alors si j'ai accepté d'écrire ce livre, c'est parce que je suis prête et que je suis prête à aller à un autre combat. Il s'est passé un déclic en moi, je pense que c'est la trentaine qui arrive. Non, vraiment, ça s'est un peu passé comme ça pour être sincère avec vous. On m'a toujours dit, mais que ce soit des personnes qui me connaissent ou de mon entourage ou qui ne me connaissent pas, vraiment que des personnes que je pouvais rencontrer en discutant rapidement, on m'a toujours dit, mais il faut que tu écrives un livre, c'est revenu très souvent à mes oreilles. On m'a très souvent proposé d'écrire un livre sur la maladie, le sport de haut niveau. Et puis cette année, vraiment... est arrivé ce déclic où je me suis dit ok, je pense qu'effectivement il faut que j'écrive un livre, ma biographie. Donc on m'a proposé une biographie. Je pense que c'est logique d'avoir écrit ma biographie, puisque je pense qu'il faut quand même que j'écrive ce que j'ai vécu, parce que si j'écris pas ce que j'ai vécu, on peut pas comprendre pourquoi je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que là en vient le fameux sujet du développement personnel et cette frustration qui vient de se passer là, la frustration est récente. Je viens de terminer un livre et je viens de me dire, je me dis là, purée, il manque quelque chose. Il manque la suite de maintenant, de la deuxième histoire en fait. Moi je l'ai pas senti ça en fait. C'est génial, j'adore. Non, moi j'ai pas senti. Je pense que déjà il y a suffisamment de clés. Super. Pour une première approche. On peut pas tout dire tout de suite. C'est ça. Moi, je pense qu'il fallait que je passe par là du coup. Moi je pense que je l'ai lu comme un livre quand même de développement personnel. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Ça me fait plaisir du coup. C'est pour ça que je vous ai posé la question en fait. Ok. Ouais. C'est génial. Vous savez, dans le storytelling, les gens, il y a plus de telling que de story. Ils n'ont pas d'histoire à raconter, donc ils en rajoutent des tonnes. D'accord. Mais vous avez une vraie histoire, donc vous n'avez pas besoin de... c'est drôle d'avoir votre... Vous n'avez pas besoin d'en raconter, puisque en fait, vous êtes un, alors on va dire exemple aujourd'hui. Oui, j'aime pas trop qu'on dise ça. Non, voilà, je mets des guillemets. Oui. Mais en fait, vous incarnez ce dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui. D'accord, ça me fait plaisir. Si cette biographie peut aussi avoir un sens de développement personnel, c'est ce sur quoi justement je veux aller. Mais par contre, c'est pas... il me reste un combat important après ce livre. Oh, c'est la suite. Oui. Vous êtes venu avec votre chérie. À quel moment vous lui avez dit que vous étiez malade ? Parce que vous lui avez pas dit tout de suite en fait. Alors, il l'a su, parce que en équipe de France... il y avait des bruits de couloir, mais simple. Juste, c'est elle qui a des gros soucis de vue. Voilà. C'était juste ça. Il avait eu une brise à son oreille. Il avait su que Jessica Hugues, la petite jeune qui arrive, a des soucis de vue. Mais voilà, c'était dit comme ça, pour vous dire, en équipe de France. Donc, il ne savait pas plus. C'est tout. Elle a des soucis de vue, mais bon. Il pensait peut-être que c'était anodin. Et il s'est passé tout ce qui s'est passé, tout ce que je raconte dans mon livre. Oui, voilà. On s'est mis ensemble. Vous êtes arrivé avec vos 27 valises. Voilà. Et puis on s'est mis ensemble, ça a été le vrai coup de foudre. Et puis à un moment donné, j'ai dû quand même lui faire réaliser les choses. Mais ça a été pour lui une évidence de continuer avec moi, de ces mots. Voilà, en fait la question ne se posait même pas pour lui. Allez, votre livre vient de sortir. Il est sorti jeudi dernier, Combattante pour la vie, chez Mareuil Éditions. Jessica Hugues. Alors, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui aujourd'hui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, on dit que vous êtes une personne inspirante. Comment ? Vous êtes une personne inspirante, comme on dit aujourd'hui. Bah oui, c'est gentil, mais c'est pas ça que... Enfin, j'ai pas besoin de reconnaissance, mais merci beaucoup, ça me touche. C'est un plaisir de parler avec vous. Très belle journée santé sur Beurre FM.